Allô, parlez-vous anglais? I hope you can because I can't parlez-vous français. Je suis désolé. It's Friday, and on Friday anybody can host. And to prove it, they asked me to host. My name is Tim Eldred. I'm visiting from Los Angeles, where I have a career making TV cartoons and comic books and websites based on anime series. And it's a difficult life, but somehow I survive it. Today, we will see a video game review. We'll talk about Compiler, and there will be an anime and manga review. But we'll start with the news. Super Meat Boy, l'un des meilleurs jeux indépendants de cette année, est sorti sur PC avec de nombreux bonus, comme de nouveaux personnages et un éditeur de niveau. Ce dernier n'a pourtant jamais été disponible officiellement. Les joueurs pouvaient y accéder par le biais de quelques manipulations un brin complexes, et il était incomplet et légèrement buggé. Cette situation est désormais résolue. L'éditeur de niveau vient tout juste d'être officiellement implémenté dans la version PC de Super Meat Boy. Seuls les PCistes peuvent créer leur propre niveau, une fonction similaire n'étant pas prévue sur la Xbox 360. La Team Meat n'a pourtant pas l'intention de laisser son bébé seul, et leur prochain objectif est la sortie de la version Mac, toujours en développement. La licence Naruto est une véritable poule aux œufs d'or, et ses créateurs l'ont bien compris. Après de nombreuses adaptations en jeu, parfois bonnes comme sur PS3, mais souvent tout juste passables, le ninja et sa bande débarquent pour la première fois sur 3DS dans un épisode appelé The New Era. Sorti au Japon fin mars, le soft mélangera plateforme et baston tout en exploitant les capacités tactiles de la console. 3DS oblige, on se doute que la 3D sera au rendez-vous. Quant à savoir si elle sera de qualité, on devra attendre le 6 juin, le jour de la sortie de ce nouvel épisode de Naruto. La partie jeu indépendant du Xbox Live Arcade regroupe deux catégories de jeux. Ceux où les vibrations de la manette sont utilisées pour vous masser, et les softs regorgeant d'originalité. Sequence fait définitivement partie de cette deuxième catégorie, avec son audacieux mélange entre un jeu de rythme façon DDR et un RPG typiquement japonais. L'inspiration de Puzzle Quest se fait sentir, et ce n'est pas pour nous déplaire. Sequence est déjà disponible sur le Xbox Live à seulement 3€, et si vous avez un tapis de danse, vous ne devez pas passer à côté de ce titre. Well, before I started working on comic books and TV cartoons and all the rest, I used to occasionally have time to play a video game. I don't anymore, but now we're going to tell you about a video game called Dance Dance Revolution Hottest Party 4, because Hottest Parties 1, 2, and 3 were not hot enough. Get set. Let's go! Cela fait maintenant plus d'une dizaine d'années que Konami sévit sur la scène des jeux de danse avec sa série phare Dance Dance Revolution. Sorte de pionnier dans le motion gaming, Konami n'a pas eu trop de mal à s'adapter à ce nouveau public détenteur de Wii et désireux de bouger son corps sur de la musique facile, à l'image de DDR Hottest Party, apparu sur la console de salon de Nintendo en 2008. Et il faut croire que ça marche, puisque cette série, sorte de spin-off au DDR pour hardcoreux, en est à son 4e épisode. Et quoi de mieux qu'un jeune complètement novice à cette saga, mais toujours prompt à fouler le dance floor pour vous en faire la critique. Pour ceux qui ne suivent pas forcément la chaîne ou qui ne connaissent tout simplement pas, Dance Dance Revolution, c'est cette série de jeux de rythme dans laquelle vous piétinez des flèches sur un matelas spécialement conçu pour. Lorsque l'on assiste pour la première fois à une partie de DDR en tant que spectateur, il est difficile de ne pas tout de suite penser à la gerboise. La gerboise est un petit mammifère rongeur qui possède de longues pattes postérieures lui permettant d'accomplir des sauts rapides et précis. Une fois que l'on arrive à se défaire de cette comparaison, certes rigolote, mais n'ayant pas vraiment de sens, on commence à comprendre qu'il y a une logique derrière ces petits pas
et que le tout n'est pas dénué d'intérêt, loin de là. L'idée dans un DDR, c'est de ne pas revenir systématiquement au centre du tapis, ce que les novices sont évidemment tentés de faire. Ils se retrouvent alors à effectuer des croisements de jambes totalement improbables pour au final perdre leur équilibre. Donc, rester sur sa position précédente, changer son pied d'appui et ne pas revenir au centre entre chaque flèche. Ça, c'était le premier conseil. Le deuxième serait de ne pas prêter attention au regard des autres. Si les dam-dam et autres super players peuvent rendre la performance gracieuse et spectaculaire, pour un débutant, DDR est en effet la preuve que le principe de se foutre la honte devant son écran n'est pas né avec la Wiimote, le PS Move ou encore Kinect. Avec Hottest Party 4, les mains sont également mises à contribution. En mode chorégraphie, vous devez compléter le piétinement des flèches avec des mouvements via le combo Nunchuk Wiimote. Ces derniers ne sont pas vraiment originaux et se limitent à des coups dans une direction, des gestes circulaires ou des pauses. Une occasion supplémentaire, s'il en fallait une, de se rendre compte de l'aspect très aléatoire de la détection sur Wii. Ce DDR propose également une option Wii Balance Board qui jouera pour le coup sur vos mouvements de hanche et le déplacement de votre poids. Mais là aussi, le potentiel fun est limité. Un DDR, ça se danse façon gerboise. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez toujours passer en mode classique et ainsi esquiver tous ces mouvements qui en plus n'ont finalement rien d'esthétique. DDR oblige, on a affaire ici à un grand nombre de modes qui permettent de danser, de s'entraîner sur des sections spécifiques de chansons, de jouer à plusieurs en équipe et même de suivre un programme pour brûler des calories. Dans le mode solo, vous débloquez de nouvelles chansons et des accessoires pour votre Mi en accumulant des points à chaque morceau terminé. Le jeu vous proposera par moments des défis, comme terminer au moins une chanson en mode facile ou avoir minimum B sur un titre précis, et ce afin de gagner des points bonus supplémentaires. Mais ce principe est lui aussi aléatoire et ne dispose pas vraiment de logique dans son choix de défi. Ces challenges ne tiennent pas compte du niveau du joueur et ce n'est pas cette mauvaise gestion de la difficulté qui les aidera à s'y retrouver. On constate effectivement une différence hallucinante entre un morceau en mode facile et le même joué un cran au-dessus. On a finalement l'impression de ne pas être guidé dans notre progression et d'être littéralement lâché au milieu de cette playlist qui plaira certainement aux jeunes adolescentes mais qui ne sera évidemment pas au goût de tout le monde. DDR Hottest Party 4 déçoit à plusieurs niveaux. En premier lieu, son nom, qui laissait entendre qu'il y avait une dimension hot dans l'affaire. Un moyen facile et plutôt cheap pour un rédac chef d'inciter son jeune collègue à en faire la critique. Une arnaque qui relève plus du feeling personnel que d'autre chose. Aussi, la difficulté générale qui ne propose pratiquement aucun challenge en mode chorégraphie avec les Wiimotes, mais qui devient chaotique lorsque l'on passe en mode classique. Vient enfin la playlist, qui à part quelques morceaux de Naoki, ne propose que du contenu définitivement destiné à un public jeune, féminin et moyennement exigeant. Même si tous les goûts sont effectivement dans la nature, il ne faut pas oublier que la nature peut parfois être rude, voire hostile, à l'image de cette gerboise dont il est question en début de critique et qui compte un grand nombre de prédateurs comme le renard, le fennec, les serpents ou encore les oiseaux. Voilà, la boucle est bouclée. Merci Thierry. There was a time when you could make comic books and animated TV cartoons without the help of a computer at all. Today, that's absolutely impossible. And speaking of computers, let's talk about Compiler. L'algorithmique. Bonjour à tous. Bonjour Compile. Bonjour Cyril. Aujourd'hui, je vais te parler d'algorithmique. Ah non, je veux pas faire de gym. Lol. Mais non, tu sais bien ce que c'est l'algorithmique pourtant. Oui, je sais ce que c'est. C'est un peu ce qu'on fait depuis le début dans cette émission. Quand on décrit la marche d'un programme par oral. Plus exactement, selon Wikipédia, l'algorithmique est l'ensemble des règles et des techniques qui sont impliquées dans la définition et la conception d'algorithmes, c'est-à-dire de processus systématiques de résolution, par le calcul, d'un problème permettant de décrire les étapes vers le résultat. En d'autres termes, un algorithme est une suite finie et non ambiguë d'opérations permettant de donner la réponse à un problème. Oui, mais tu sais Cyril, faut pas croire tout ce qu'il y a écrit sur Wikipédia. Parfois c'est faux, hein. Oui, mais parfois c'est vrai, surtout pour les trucs geeks. Bon, en gros, c'est toutes les techniques qui permettent de créer des solutions à des problèmes par la programmation. Tu vois, pour un film, il faut d'abord un scénario. Pour un programme, il faut d'abord un algorithme. Typiquement un truc d'humain. Voilà, c'est tout. À la prochaine. Hein, c'est une blague? Oui, c'est une blague. C'est pas drôle.
En fait, il y a plusieurs aspects de l'algorithmique. Celui qu'on a vu jusqu'à présent, c'est la création d'algorithmes. Par exemple, pour compter de 1 à 1000, on fait une boucle avec une variable. Oui, tout à fait. Et si les spectateurs ont oublié, ils peuvent toujours regarder l'épisode sur les boucles sur No Life Online. Alors évidemment, la création d'algorithmes peut être très complexe quand le problème à résoudre est très compliqué. Mais pour réussir à résoudre un problème, on peut créer plusieurs algorithmes différents. Par exemple, pour trier un ensemble de valeurs, plusieurs solutions sont possibles du point de vue de la programmation. Bon, c'est bien joli, mais passons à la pratique. Si tu nous faisais un algorithme là, pour qu'on comprenne bien. Ok, alors je vais te montrer un algorithme de tri, et ça va me permettre de trier ces cartes dans l'ordre de leurs valeurs. Pour trier ces cartes, il y a plusieurs solutions. La solution que tout le monde fait en général, c'est qu'on prend la première carte, donc là c'est un 5. Ensuite on prend une deuxième carte, le 4, et on voit qu'elle se met avant, donc on la met avant. Ensuite on prend une troisième carte, le 9. Le 9 est plus grand que le 4 et est plus grand que le 5, donc on la met derrière. Ensuite le 1, plus petit que le 4, on la met avant. Le 6 est plus grand que le 1, plus grand que le 4 et plus grand que le 5, mais plus petit que le 9, donc on va l'insérer entre le 5 et le 9. Le 7, la même chose, plus grand que le 6, moins grand que le 9, on va l'insérer entre le 6 et le 9, etc. On fait comme ça avec toutes les cartes, et au final, on a un jeu trié. Ok, j'ai vu un humain qui trie des cartes. Mais il est où l'algorithme? Alors je trie assez mal parce que je suis pas très bon dans la manipulation des cartes, mais il est là l'algorithme. J'aurais pu trier ces cartes de plein de façons différentes, mais j'ai choisi cette façon-là, avec un algorithme qui s'appelle le tri par insertion. Je vais pas rentrer dans les détails, mais l'ordinateur fait la même chose avec une suite de valeurs en mémoire qui ne sont pas dans l'ordre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il existe des algorithmes meilleurs que d'autres pour faire des tris. Ah? Et comment on fait pour savoir quel est le meilleur? On les teste tous? Non, pas forcément. Il y a un certain nombre de règles mathématiques qui permettent de trouver ce qu'on appelle la complexité algorithmique d'un algorithme. Ce nom barbare signifie qu'on va essayer de trouver, par exemple, le temps moyen que met un algorithme pour résoudre un problème. Par exemple, le tri par insertion est bien quand on a 5 ou 6 valeurs à trier, mais quand on en a 30 000, ça prend beaucoup trop de temps et de mémoire. On dit que sa complexité algorithmique est trop élevée. D'accord. Alors, pour 30 000 valeurs, tu préconises quel algorithme? Bon, 30 000 valeurs en gros, hein. Il en existe plusieurs, mais le plus connu est le tri rapide ou quicksort. Il est beaucoup plus complexe à programmer, mais par contre, il est beaucoup plus rapide. Regarde un peu, Compile, comment ça marche. Et dans le pire des cas, il est aussi lent que le tri par insertion, mais en moyenne, plus le nombre d'éléments augmente, et plus on voit la différence. Par contre, c'est vrai que c'est plus complexe. Ouah, j'y comprends plus rien, ça a l'air hyper compliqué. Et tout ça pour gagner 5 microsecondes? Franchement, je sais pas si c'est... Et pourtant, malheureux, tout programmeur a eu une fois le malheur d'écrire un algorithme à la complexité quasi infinie sans s'en rendre compte. On se dit que ça va être rapide, et puis au final, on lance le truc, et au bout de 2 heures, le programme n'a même pas fait 1% du travail. Non, vraiment, c'est très important de réfléchir à un bon algorithme. C'est curieux, et fascinant quelque part. Un travail que seul l'humain pourrait faire. Ça dépasse un peu mes capacités d'abstraction. Et c'est très important aussi, car ça peut donner une supériorité sur le plan économique. Regarde Google, par exemple. C'est quand ils ont créé leur algorithme de classement des sites web au début des années 2000 qu'ils ont commencé à faire leur beurre. Leur algorithme était tellement rapide et pertinent que tous les autres moteurs de recherche ont été oubliés en un claquement de doigts. J'avoue. Les données ont été traitées. Sauvegarde en cours. The world gets a little smaller every day. Two of the things that make it smaller are anime and manga, which unite people from all over the world. Now we're going to hear about an anime called Une Vie de Chat and a manga called Giga Tokyo Toy Box, Volume 6. Here we go. Oui. Non. Écoute, Lucas, on en reparlera demain au bureau. J'ai besoin de décrocher quelques heures, tu comprends ça? J'ai promis à ma fille. Mais de toute façon, il me faut absolument ce rapport pour demain. Si Disney ou Pixar tiennent le haut de l'affiche en matière d'animation familiale, il ne faut pas pour autant oublier certains projets européens, comme Brendan et le secret de Kells, Mia et le Migou, ou encore Une Vie de Chat, qui est le long métrage qui nous intéresse aujourd'hui. La petite est sensible. Elle vous attendait. Sorti au cinéma fin 2010 et nominé au César 2011, Une Vie de Chat est le premier long métrage d'Alain Gagnol et Jean-Loup Feliccioli, un duo de réalisateurs de courts-métrages d'animation. Travaillant ensemble depuis 20 ans, ils ont créé le film au studio Folimage, au sein duquel ils avaient déjà participé à plusieurs séries et dessins animés pour enfants. Non, ne pleurez pas comme ça, madame, sinon je vais m'y mettre aussi. Le film nous présente la double vie de Dino, un matou qui partage ses journées avec Zoé, la fille d'une commissaire de police, et ses nuits avec Nico, un cambrioleur se déplaçant sur les toits de Paris.
Muette depuis la mort de son père, la petite fille va découvrir les escapades nocturnes de son chat, le suivre et faire la connaissance de Nico. Jeanne, sa mère, enquête sur plusieurs vols de bijoux ainsi que sur la bande de Costa, l'assassin de son mari, qui semble préparer un nouveau coup. Tiens, salut le chat. Je t'attendais plus, alors j'ai commencé sans toi. La première chose qu'on remarque dans le film est la beauté des décors et le style graphique très particulier des dessins, rappelant l'illustration ou les peintures de Modigliani et Picasso. Ça va te plaire. L'histoire est prenante et on s'attache très vite au destin de Zoé, Nico et de leur chat. Par contre, malgré sa courte durée, le film souffre de problèmes de rythme. On a du boulot. Si les scènes d'action sont prenantes, les scènes de dialogue entre personnages secondaires, en particulier le quatuor de bandits, traînent souvent en longueur. Côté technique, le transfert vidéo est de bonne qualité et préserve correctement le côté tactile des décors au crayon gras et l'effet crayonné animé des personnages. La piste VF est de bonne qualité et fait la part belle aux musiques jazzy de Serge Besset. C'est ça, c'est ton malin. Votre attention, s'il vous plaît. Niveau doublage, si les héros incarnés par Dominique Blanc et Bruno Salomon s'en sortent plutôt bien, c'est moins le cas pour les bandits. Les dialogues de ces derniers sont en effet très caricaturaux, et si le côté tonton flingueur pour enfants peut amuser au début, sa répétition de scène en scène rend les personnages pénibles sur la durée. Costa. Inutile de faire les présentations. Vous connaissez tous l'ennemi public numéro 1 de notre ville. Côté supplément, on trouve 6 modules présentant les différentes étapes de production et de recherche graphique, un making-of filmé au studio Folimage comportant des entretiens des réalisateurs et des comédiens, un court-métrage hommage, et enfin une partie DVD-ROM comprenant des fonds d'écran et des personnages acoloriés. C'était son mari. Inutile de vous dire de faire attention. Cet homme est un fou furieux, terriblement dangereux. Un des suppléments évoque le fait que le film avait, au départ, un ton beaucoup plus sérieux typé série noire. Et il semble avoir évolué en cours de production pour cibler au final un public plus jeune. Ça y est, je le vois, il réplique. En l'état, Une vie de chat reste un joli film d'animation qui permettra d'initier les plus jeunes à un style graphique différent de ce que l'on peut voir habituellement dans ce domaine. C'est pour qui le jambon beurre? Par là, fais passer, Bob. Hé, le hot dog, c'est pour moi. Remuez-vous là. On va pas y passer la journée, non? Et oui, les grincheux pourront pousser encore une chronique de Giga Tokyo Toy Box sur No Life. En même temps, pour une chaîne qui parle beaucoup de jeux vidéo, annoncer la sortie d'un nouveau volume de ce manga est presque un passage obligé. Après tout, ce titre raconte avec talent les dessous de l'industrie du ludiciel. Conçu par le duo de mangaka répondant au pseudonyme Ume, la série a d'abord débuté avec Tokyo Toy Box en 2 volumes, qui a été suivi par une nouvelle saison, Giga Tokyo Toy Box, comptant désormais 6 tomes. Le lecteur suit toujours les déboires du petit studio de jeux vidéo G3. Celui-ci effectue des travaux de sous-traitance, mais réalise aussi des titres distribués par de grosses sociétés. Après avoir participé à un concours mis en place par Solidus Works, compagnie imaginaire qu'on apparentera facilement à Square Enix, G3 va enfin pouvoir réaliser son shoot, Desperate High School. Du moins, c'est ce que pensait Taiyo et son équipe. En effet, une loi sur la protection de la jeunesse est en cours de préparation, et Solidus Works préfère effectuer un travail de censure en amont, afin de ne pas avoir de problème avec le gouvernement par la suite. G3, Densan Hanagumi, son co-développeur, ainsi que MMG, le financeur, vont devoir faire des choix cruciaux pour la survie du projet et la leur. Toujours aussi passionnant, ce volume de Giga Tokyo Toy Box aborde des sujets d'actualité, comme le décret sur la protection de la jeunesse qui a été voté dans la région de Tokyo et concerne à la fois les mangas, les animés et les jeux vidéo. On y découvre aussi les dessous de la présentation des jeux dans les salons spécialisés style Tokyo Game Show. Avec ce volume 6, le rythme de sortie des mangas de Giga Tokyo Toy Box en France rattrape la publication japonaise. Puisqu'il s'agit d'une série prépubliée dans un magazine mensuel, il faudra prendre son mal en patience avant de pouvoir lire la suite des aventures du studio G3. En attendant, ce manga reste un must pour quiconque compte faire carrière dans le jeu vidéo ou s'intéresse tout simplement à sa genèse. That's the show. Hope you had a great time watching it. I had a great time meeting some of the geeks here in France who are exactly like the geeks back in America. We have a lot in common. If you'd like to see what I do, you can find my comics online at greasemonkeybook.com, and you can learn more about my favorite anime series at starblazers.com. Now, if you're a good geek, your day is just started. So have a great day, and vive la France! She